Bienvenue sur notre live du vendredi. Il est 11h. Friday Show. Alors, non, là, c'est électrique. On avait dit que c'était l'arc électrique. Ah, mais voilà. Et voilà. Après, ça reste un Friday Show arc électrique, arkien, on ne sait pas trop. On fera le truc plus tard. C'est Céline qui s'occupe des marques et de la mise en valeur du contenu. Donc, en grande prêtresse des réseaux sociaux, elle sera bien nommée notre live. Mais ça reste un live du vendredi auprès de la communauté Univers VO. Et aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Pierre Amand. Pierre Amand, qui est le fondateur de Bib Batterie. C'est parfait pour aborder ce live arc électrique, du coup. Voilà. Et j'en profiter quand même pour te saluer, te remercier d'être physiquement là, de retour dans les bureaux pour ce live. Et Pierre Amand, bien sûr, bienvenue et merci pour ton temps, très cher. Avec plaisir. Merci Julien, merci Thibaut. Ravi d'être là. C'est encore une fois un plaisir de te recevoir. Déjà parce que tu représentes quand même, que tu le veuilles ou non, mais un vent nouveau, une next-gen qui débarque, qui arrive avec des belles idées, avec des solutions qui sont innovantes et nécessaires pour notre marché du remarketing automobile. Et là, la passe est toute faite. Pourquoi, diable, es-tu venu dans cette galère ? Qu'est-ce que Bib Batterie ? On est venu avec un grand sourire évidemment, mais du coup moi j'ai 26 ans aujourd'hui. J'avais travaillé chez Renault il y a quelques années parce que je suis un grand passionné d'automobile, donc j'avais très envie de découvrir ce monde-là. Et puis fin 2021, j'étais attiré par les sirènes de l'entrepreneuriat. Et avec Martin Vaz, donc, qui est lui mon associé, qui est ingénieur, qui avait beaucoup travaillé sur les batteries, on avait tous les deux envie de rejoindre une petite entreprise et si possible de lui donner une notion d'impact, avoir un impact positif sur notre environnement. Donc depuis 3 ans que Bib existe, nous on s'est d'abord concentré sur la fin de vie des batteries, comment faire pour prolonger au maximum leur durée de vie. Donc on a sauvé quelques dizaines de milliers de batteries avec notre équipe aujourd'hui. Et depuis quelques mois, on s'est concentré sur un autre nouveau problème qui est comment on fait pour prolonger la première vie des batteries quand elles sont encore dans le véhicule électrique. Et donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui à discuter, j'imagine. D'autant plus que, puisqu'on est sur l'arc électrique et qu'on est dans l'écosystème de l'automobile électrique, on sait que la batterie, c'est à peu près 40 à 50% de la valeur du véhicule. Donc, nécessairement, ce sujet-là, sur la durée de vie de la batterie, la manière dont où il y a plein d'interrogations auprès du consommateur final, c'est un vrai sujet, quoi. Donc, écoute, on est ravi de pouvoir t'écouter sur cet environnement. Complètement. Et j'allais dire, nous, ce qui nous a pas mal frustré, c'est qu'on voyait beaucoup de batteries arriver en fin de vie et c'est très cher de les diagnostiquer, alors qu'on sait que pendant la première vie, il y a plein de données qui remontent sur ces batteries et qu'on pourrait savoir exactement leur état de santé. Donc, tu pourrais anticiper en fait les besoins pour que la batterie n'ait pas de dommages irréparables ou ne coûte trop cher à être mise en état ou au moins en fonction et en autonomie. Exactement. Il y a encore quelques années, je pense, avant d'arriver à cette maturité du marché, parce qu'aujourd'hui, rien que donner un état de santé des batteries, c'est une prouesse. Mais oui, on pourrait imaginer ça. Je prends un tout petit exemple, ce qu'on a pu faire sur des flottes de vélos et de trottinettes qui ont des durées de vie beaucoup plus courtes. On arrive à savoir quand la batterie coûte trop cher à l'opérateur et on arrive à avoir un rapport de santé super précis sur la batterie pour la revendre en seconde vie. Donc là, c'est un peu le cadre idéal où le propriétaire en première vie connaît l'état de santé de sa batterie et il peut la revendre au meilleur prix parce qu'il peut valoriser cette information auprès du nouvel acquéreur. Okay. C'est un peu cette logique qu'on travaille sur l'automobile. Bon, c'est même complètement cette logique. Sur le téléphone, c'est ça en fait, sur la téléphonie ? Pardon ? Est-ce que c'est un peu la même logique qu'il existe sur la téléphonie ? Yes, si tu vas dans tes réglages de téléphone, tu peux voir ton état de santé de batterie, donc qui est donné par ton fabricant de téléphone. Donc nous, ce qu'on fait, c'est afficher cet état de santé, donc ce qu'on appelle le SOH, le State of Health, qui est la capacité de recharge que tu peux mettre dans ta batterie aujourd'hui par rapport à ce que tu pouvais mettre quand elle était neuve. Donc c'est l'afficher, et surtout pouvoir prédire comment il va se dégrader dans le futur. Et surtout pouvoir se dire comment ça va impacter la valeur de mon véhicule, quoi. Est-ce que parce que sur le téléphone, comme tu dis, c'est une donnée qui est accessible par le consommateur,
Ça me rappelle, tu sais, j'anticipe on reviendra sur les chiffres marchés après, mais tu sais, je me souviens, Tip, toi, tu l'as connu également. On a eu pendant un temps des acteurs, des boîtiers OBD qu'on mettait sur les voitures pour connaître l'état de santé du véhicule en temps réel, ses besoins en maintenance, anticiper aussi les pannes éventuelles pour éviter que ça coûte trop cher aux consommateurs. Et que ce soit les réseaux de réparation, le constructeur et au final le consommateur, ils avaient eu une sorte de frein à caractère anxiogène de je ne veux pas savoir ce qui va mal. Et est-ce que tu sens, toi, qu'au contraire, parce que ça, on parle de ça, c'était il y a 15 ans, hein, ça commence à dater maintenant, ces acteurs-là, c'était il y a 10-15 ans, facile. Oui, tu te souviens, tu étais jeune à l'époque. J'étais jeune. C'est le bon vieux temps. Mais revenons à aujourd'hui. Est-ce que tu sens que ça bascule, que ça change, que les gens ont pris l'habitude de consommer l'information, qu'aujourd'hui, tu as plus l'impression qu'on préfère être bien informé que de rouler les mains devant les yeux en disant non, ma voiture démarre, tout va bien. Je dirais complètement. Et surtout parce qu'avec l'électrique, il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, ne pas savoir, ça fait qu'on ne passe pas à l'action. Et donc, typiquement, si on regarde ce qui se passe sur le marché de l'occasion électrique aujourd'hui, enfin, ou même sur le marché d'achat d'électrique, on préfère se tourner vers le neuf parce qu'on se dit, il y a moins d'incertitudes, donc j'ai plus confiance. Si on regarde ce qui se passe sur le marché de l'occasion électrique ou sur le marché de la valeur résiduelle, il y a énormément d'incertitudes parce que c'est un produit qui est nouveau. Donc, il y a plein de raisons qui font qu'il y en ait. Mais typiquement, sur l'état de santé des batteries, là, il y a vraiment une incertitude. Ce que j'allais dire, c'est que tu disais, est-ce que ça ne fait pas un porteur de mauvaises nouvelles? Je vais dire, au contraire, les batteries, elles vieillissent plutôt bien. Et si vous avez un véhicule électrique qui a vieilli normalement et plutôt même mieux que le marché, vous devriez en être fier et vous pourrez le valoriser. Ouais, parce que toi, avant qu'on vienne sur le parc roulant, tu es vraiment un acteur également pour tout ce qui est la partie en amont, le financement, etc. Parler de la VR, un acteur de la cote, de la valeur du véhicule et de la normalisation, on va dire, de la structuration, comment dire, de la cote et de la VR, du TCO, Total Cost of Ownership. Exactement, ça c'est le Graal dès qu'on parle à des sociétés de leasing par exemple. Nous c'est nos premiers clients. Donc on suit quelques milliers de véhicules aujourd'hui et donc tout l'enjeu c'est déjà tout simplement de comprendre l'état de santé de leur batterie, de comprendre pourquoi certaines vont plus vieillir que d'autres. Donc typiquement l'impact de la recharge, l'impact des températures, l'impact de l'environnement dans lequel la personne roule et même la conduite de la personne. Donc vous comprendre quels impacts tous ces facteurs ont sur la batterie. Et surtout, le sacré Graal, c'est comment on connecte la dégradation de cette batterie à la valeur du véhicule. Ok. Et donc ça, c'est tout l'enjeu. Et donc là, il ne faut plus raisonner uniquement auprès des leasers. Il faut réfléchir en termes de marché, d'écosystème. Parce que là, typiquement, tout le monde du VO a un gros impact à jouer pour c'est clair. la De toute grossesse façon, le cette VO, il s'est développé quand? Le jour où on a eu les bons indicateurs aux bons endroits. Parce qu'avant la révolution électrique, il y a eu bien sûr différentes évolutions technologiques, différentes évolutions de motorisation, des options. La première truc, ça a été, tu te souviens, les listings d'options, ou comment tu détermines la valeur d'un véhicule quand en fait, il n'y en a aucun qui se ressemble. Et le mec, est-ce que le toit au courant, il vaut plus 500 à la fin, plus 1000? Et tous ces chiffres-là ont permis de réguler le marché, de le structurer et d'avoir les acteurs que l'on connaît aujourd'hui avec on va dire, les process qui font leur succès. Donc toi, tu vas accompagner, tu accompagnes déjà aujourd'hui, mais tu accompagneras encore mieux et encore plus demain tous ces process de normalisation d'un marché du remarketing de la voiture électrique, quoi. Complètement. Donc l'attitude qu'on prend pour l'instant, donc évidemment on parle énormément à tous les acteurs de la chaîne pour comprendre leurs enjeux. Nous l'attitude qu'on a, c'est être votre partenaire en vous apportant la visibilité sur l'état de santé de vos batteries et surtout ensuite se mettre autour de la table pour se dire une fois que vous avez cette information, comment ça va changer potentiellement la manière dont vous faites les choses aujourd'hui. Je reprends mon exemple des leasers. Aujourd'hui, vous regardez l'âge du véhicule, son kilométrage et évidemment plein d'autres facteurs. Mais si je simplifie à fond, vous regardez ces facteurs pour calculer et estimer la valeur résiduelle de vos véhicules. Est-ce que savoir que dans ces véhicules, certains ont une meilleure batterie que d'autres, est-ce que ça influe la manière dont vous calculez les choses? Donc ça, c'est l'exemple des leasers. Par exemple, les véhicules d'occasion, tu prends l'exemple des options, il est très bon.
On sait aujourd'hui un véhicule qui a les bonnes options, il va se vendre plus vite, pas forcément plus cher, mais il va se vendre plus vite. Donc, est-ce que, pareil, un véhicule où je peux rassurer mon client, lui expliquer avec toutes les informations que j'ai pu collecter sur la batterie qu'elle est en bonne santé, lui montrer des graphes, avoir un peu d'éducation sur les bonnes pratiques, est-ce que ça va faire que je vais vendre plus vite mon véhicule d'occasion électrique ou pas? Et même le vendre plus cher aujourd'hui, on commence à le voir. Ok, parfait. Bon, est-ce qu'on se ferait pas un petit point déjà Sur du le marché marché dont on est en train de parler en ce moment? Écoute, sur les statistiques, le baromètre qu'on suit, qui est le baromètre des immatriculations chaque année, à fin novembre, sur le marché global, il y a eu à peu près 350 000 véhicules électriques qui ont été vendus. VN, VO. D'accord. Et on est évidemment sur une proportion 2 tiers en VN, en véhicule neuf, donc des nouveaux entrants sur la route, et 1 tiers sur du véhicule d'occasion électrique. Donc, il y a eu des transactions à hauteur de 110 000 véhicules sur le marché du véhicule d'occasion en électrique. Si on regarde juste, alors les progressions, j'en parle même pas parce qu'évidemment, c'est des marchés qui explosent puisqu'on partait de pas grand chose. Ouais. Et que les produits sont enfin arrivés et que les acteurs sont de plus en plus nombreux, donc ça va ne faire que continuer. Évidemment, donc les taux de progression, ils sont pas significatifs. Ce qu'on peut remarquer par contre, c'est que la tendance initiale, elle s'est un peu tassée sur les derniers mois. C'est-à-dire que là où on avait des croissances assez fortes sur le volume additionnel de véhicules électriques sur le marché, en particulier sur le neuf, il a eu tendance un peu à se stagner. Alors sans doute porté par toutes les évolutions du législateur sur les bonus, etc., où il y a un peu d'incertitude. Et tout à l'heure, on parlait des leasers, c'est de manière générale sur les entreprises, il y a des choses qui ont été mises en place pour forcer, mais on voit bien qu'il y a quelques doutes. Et donc, du coup, globalement, on est sur un marché pour l'instant en tout cas, qui stagne. Voilà, on va dire ça. Et puis après, si je dois simplement le relativiser, sur le marché du neuf, on atteint tout juste les 6% des transactions. Alors, j'ai dit sur le marché du neuf, sur le marché total. Ouais. Sur le marché du neuf, c'est à peu près 17% des transactions totales. Ouais. Et par contre, sur l'occasion, on est à 2,4%. Donc, le marché de l'électrique sur l'occasion, les transactions, ne pèse que 2,4%. Mais toi, sur ton travail, tu l'additionnes aussi sur les hybrides rechargeables, du coup. Dès qu'il y a une batterie, peu importe qu'elle soit full électrique, tu as aussi un impact sur les batteries hybrides, enfin, qui accompagnent les véhicules hybrides. Oui. Alors non, aujourd'hui, on a décidé de se concentrer que sur les véhicules 100% électriques, pour des raisons techniques et même pour des demandes marché, parce que au niveau c'est un marché qui est un peu plus âgé, l'hybride, et les batteries ont moins d'importance que quand on parle d'un véhicule 100% électrique dans la chaîne de traction. De par la valeur, et au final, le besoin, quoi. Ok. Ouais, exactement, ouais, c'est des produits assez différents. Mais du coup, pour revenir sur le marché, ce que tu disais, Thibaut, ouf, j'ai les mêmes chiffres que toi, mais du coup, on voit que l'électrique en occasion est ridicule aujourd'hui. Et, et donc, il y a plein de facteurs qui font ça. Les produits n'étaient pas là, des bons produits n'étaient pas là. Tu as 3 ans de décalage, Pierre Amand. Dis-toi que tu as toujours 3 ans de décalage. Donc, du coup, c'est normal. Au final, l'année prochaine, ça va augmenter. Et dans 3 ans, on se dira, waouh, l'électrique, c'est. On dit combien, tu dis 17%. Ce sera 17 à 20% du marché du VO. Ouais, c'est certain. Et on sent qu'il y a. C'est assez amusant parce que on sent, en allant parler à des acteurs du véhicule d'occasion, chose que je fais quand même beaucoup, qu'il y a une demande de certains d'entre eux pour faire beaucoup mieux. Ils se disent, il y a une frustration de tout le monde. Mince, on sent que ça accélère, et pourtant c'est que 2%. Donc nous, on a fait un peu ce travail d'aller voir entre. Ouais, vas-y. Mais je crois d'ailleurs que, je pense, tout à l'heure on l'évoquait un peu, mais que la fiabilité, elle vient surtout du consommateur, parce que ton sujet, il est super important. Aujourd'hui, le consommateur, il a des doutes sur un véhicule d'occasion électrique, sur sa durée de vie, sur la manière dont la qualité de la batterie, parce que c'est pas palpable. Tout à l'heure, on parlait des options. Tu le vois, s'il y a un toboggan ou s'il n'y est pas, s'il fonctionne, s'il marche pas. L'autoradio ou toutes les options qui existent sur le véhicule, ça se voit. La batterie, c'est invisible. Donc, globalement, et c'est quand même le cœur de la qualité de la bagnole, quoi. Donc, si jamais je vois pas ce que j'achète, je suis vraiment dans l'expectative et forcément, ça crée le doute. Ça m'étonne pas du coup que les acteurs du marché du VO soient hyper friands
de tous les éléments qui vont leur permettre de mieux comprendre, mieux connaître l'état du véhicule, ne serait-ce que pour l'acheter déjà, et ensuite pour pouvoir avoir les bons arguments pour le revendre au bon prix, au bon marché, et rassurer finalement le consommateur final sur la qualité du véhicule qu'ils revendent, quoi. Mm. Je, Bah, je- je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. J'allais rajouter qu'il me semble que la plus grande part du véhicule d'occasion, c'est entre particuliers aujourd'hui. Et donc, pour le coup, quand on parle de véhicules électriques, les acheteurs se tournent vers des professionnels cette fois-ci, parce qu'ils ont sans doute encore plus peur de se tourner vers des particuliers, et parce que les volumes sont encore chez les professionnels les premiers retours de leasing. Et ce qui est assez déroutant, c'est que les professionnels de la vente de l'occasion, enfin, ils ont besoin de se former aussi. C'est un nouveau produit à vendre, c'est différent, ils ne le connaissent pas forcément. Ils ont vu énormément de chamboulements sur les valeurs résiduelles et peut-être certains d'entre eux ont perdu de l'argent ou ont plus de mal à vendre des véhicules électriques. Donc on sent qu'il y a aussi ce petit frein et on a pas mal de demandes de distributeurs de véhicules d'occasion pour justement avoir des billes dans la manière dont ils vendent ces véhicules. Enfin, évidemment, je pense au rapport, mais même dans expliquer, on parle de différentes chimies de batterie parfois. Qu'est-ce que c'est vraiment la différence? Est-ce qu'il faut que je recharge mon véhicule à 100%? Et puis il y a des Alors, distributeurs. Il y a des gens qui parlent de première génération de batterie. Quand tu parles de première génération de batterie, tu achètes un iPhone, tu dis putain, pardon pour la vulgarité, mais on a l'iPhone 15 et on me demande d'acheter un 12. 16. Ouais, 16 même. 16. On a l'iPhone 16, on me demande d'acheter un 12. Est-ce que mon 12, il est aussi. Ah oui, t'inquiète pas, au final, il est aussi performant. Il y a d'autres trucs qui ont évolué. Évidemment que l'autonomie, mais grâce à des acteurs comme toi, c'est de dire, mais t'as ton autonomie, t'as tout. Ça revient à l'évolution qu'avait connue l'automobile il n'y a pas longtemps. C'était les professionnels devaient apprendre à vendre des véhicules fortement kilométrés. Et il y avait l'angoisse des gens. Tu te souviens de dire, ah là là, il a 80 000 km, il est mort. Mais non, un véhicule aujourd'hui, ça fait 500 000 bornes minimum. Donc, tu n'as pas de problème. Tu peux l'acheter à ça dépend 80 lesquels. Ouais, on va pas les citer, on leur a déjà suffisamment tapé dessus pour certains. Et les Non, mecs mais sont. oui, bah, ça dépend. Un véhicule bien entretenu, exactement. Il y a des bonnes affaires à faire sur le marché de l'occasion quand on est un peu connaisseur. Une C63 AMG 2010 qui a 120 000, la prend pas. Hein. Elle est cuite. Elle est Oui, passée entre deux mains, entre plutôt. des démons qui l'ont broyée, on est d'accord. Mais non, mais Et sur le véhicule électrique, il y a quand même aussi, tu parles à une certaine mentalité. C'est des gens qui ont une manière de conduire, tu le dis toi. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas les mêmes ouais, personnes. Du coup, il y a des trucs à faire. bah, complètement. Bon, après, il y a un peu de tout, hein. Et moi, le premier, ça me fait extrêmement plaisir d'accélérer au péage quand j'ai une voiture électrique parce que c'est marrant. Ah, les Mais, euh, Newton-mètres, voiture électrique, c'est mais, incroyable. mais pour être plus sérieux, un véhicule électrique, c'est quoi? C'est bon, une voiture normale, un moteur électrique, une batterie, si je schématise à fond. Le moteur, c'est excessivement fiable. J'ai eu la chance de visiter une usine de production de moteurs en Allemagne la semaine dernière. Il nous disait on vise 1 million, 2 millions de kilomètres par moteur. Donc, a priori, vous aurez jamais de problème sur un moteur électrique. Donc ça c'est le premier composant. Le second, je disais la voiture normale. Bon bah ça c'est comme tous les ça change pas de ce qui se passe sur le véhicule thermique. L'aspect extérieur, est-ce que la carrosserie est abîmée, est-ce que le rétroviseur tient encore après 10 ans d'utilisation, ça c'est exactement la même chose. Donc là, je remets au sérieux de qualité de finition de bien aimés constructeurs. Et donc chacun peut se faire une opinion là-dessus et c'est assez visible. Et donc le dernier élément pour le coup, vous me voyez venir, c'est la batterie. Et là, pour le coup, nous, on commence à avoir un peu des chiffres de la manière dont ça s'est dégradé. Ce qu'on voit, c'est que franchement, il y a eu un bond en avant durant les dernières années sur la qualité des véhicules électriques. Et, enfin, ils deviennent, j'allais dire, abordables au quotidien d'un point de vue usage et ils deviennent complètement abordables d'un point de vue financier. Si on regarde quelques best-sellers du marché, une Tesla Model 3, ça vaut le prix d'une Clio neuve aujourd'hui, avec je sais pas, avec 80 000 kilomètres. Et Mhm. enfin, c'est génial. Ça veut dire qu'on peut avoir des super voitures qui dureront encore, qui sont qualitatives, qui peuvent permettre de partir en vacances l'esprit tranquille sans avoir à soucier de la recharge. Donc c'est trop bien. Donc ces véhicules enfin, vont se vendre, mais pour ça, il faut vraiment évangéliser le marché. Il y a encore beaucoup de travail là-dessus, évidemment. Tu vois, d'ailleurs, moi j'ai une question, mais tout à l'heure on parlait un peu de la visibilité, de la projection de la vie de la batterie, c'est un peu le sujet. Hmm. Les constructeurs que tu rencontres, toi, eux, ils te disent quoi? Est-ce qu'ils ont cette visibilité? Est-ce que c'est approximatif, en toute transparence? Ou est-ce qu'il y a encore un peu de, Hmm. je vais pas dire de blabla, mais Euh,
Non, mais déjà, ils garantissent tous, ils ont fait l'effort, factuellement, ils ont tous fait l'effort de garantir leur batterie 8 ans. C'est quand même, c'est plus long que ce qui se passe sur le moteur thermique, hein. C'est quoi les garanties des moteurs? C'est 2-3 ans et les Coréens font un peu plus long, quoi. Donc ça, sur la batterie, c'est garanti 8 ans. Ensuite, il y a toute une offre qui est en train de se créer pour regarantir la batterie après ces 8 ans. Donc pour être sûr que le cœur de la voiture pardon, ne lâche pas. Et ensuite, je pense qu'un exemple qui est assez connu, c'est Renault, qui avait été très prudent sur ses premières Zoé, sur la durée de vie qu'ils attendaient, sur la puissance de charge qui était acceptée par la batterie, en se disant on ne sait pas. On va mettre des véhicules sur le marché, on est les premiers à le faire, on est pionniers, donc on va essuyer les plâtres. Mais du coup, on va redoubler de vigilance sur la qualité du produit qu'on fait. Alors, résultat, et les batteries des premières Zoé, elles étaient exceptionnelles pour cette époque-là, le début des années 2010. Et donc, tout ça pour dire que oui, les constructeurs mettent des gros efforts pour faire des batteries qualitatives. Et donc, nous, ce qu'on observe, c'est soit la première année, il y a un problème parce que la batterie était mal montée, soit elle va durer. Et ensuite, c'est à quel point elle va durer la grande question. Et donc ça dépendra énormément de l'usage qui est fait du véhicule. Et donc, j'allais dire, ça dépend uniquement des propriétaires qui l'ont eu entre leurs mains. Et s'ils accéléraient 1000 péages chaque jour ou pas. D'ailleurs, sur la vie de la batterie, on la projette comment? On la projette sur une durée, sur un kilométrage? Comment on projette la vie d'une batterie? J'ai envie de te répondre techniquement, mais je pense que c'est pas la bonne méthode de faire. Mais si on est entre professionnels, je vais me permettre. Une batterie, une batterie de voiture, c'est la même technologie, grosso modo, qu'il y a dans votre téléphone. Donc on la projette en cycle de charge et de décharge. Nous, ce qu'on voit, c'est que c'est à peu près 500 à 1000 cycles complets de charge et de décharge, ce qui se passe aujourd'hui. Donc si on a une batterie qui fait 400 km d'autonomie, ça fait 200 000 km à 400 000 km. Ce qui est la durée de vie à peu près d'un véhicule thermique aujourd'hui fiable, en moyenne. Donc scientifiquement, on la projette en cycle, et là j'ai fait l'explication longue, mais je pense qu'il faut qu'on commence à parler de kilomètres parce que c'est ça qui nous parle. Donc la question, c'est combien de temps elle maintiendra son autonomie. Donc à la limite, j'aimerais bien qu'on sorte des indicateurs chez Bip du style quelle est l'autonomie de ma batterie, donc ma WLTP quand elle sort. Donc là, on a dans les pubs, c'est génial. Quelle est mon autonomie WLTP après 100 000 km, après 150 000 km, après 200 000 km, et que chacun puisse faire ses choix. Après, maintenant que je dis ça, nous, on voit que imaginez un modèle, je vais continuer sur des Renault Zoé, par exemple, qui ont 100 000 km. Et bien, certains de ces modèles n'ont plus que 85% de capacité résiduelle après 100 000 km. D'autres auront encore 95%, ce qui est exceptionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui a pris soin de sa batterie. Et donc, selon nous, sur la centrale, ces véhicules valent peu ou prou la même chose. Sur des Renault Zoé, je pense que c'est entre 10 et 15 000 euros, à peu près. Pourtant, je vous pose la question, si je vous montre 2 annonces de Renault Zoé à 100 000 km, 14 000 euros, je vous dis qu'il y en a une qui a 85, une qui a 95%, vous faites votre choix. Et après, je pourrais aussi faire le jeu de ne rien vous dire du tout. Voilà, j'ai 2 Zoé de 100 000 km, laquelle vous prenez? Est-ce que vous l'achetez? Est-ce que vous prenez la nouvelle Mégane E-Tech? Moi, mon petit doigt me dit que si j'arrive à vous montrer que celle qui a je pense que si je vous montre qu'il y a 85% de batterie et que ça correspond à votre usage et que je suis un bon vendeur, j'arriverai à vous vendre au bon prix celle qui a 85%. Et par contre, je vous vendrai peut-être même un peu plus cher celle qui a 95% de potentiel restant. Mais évidemment, évidemment. C'est un vrai argument de vente et de rassurance. Mais du coup, j'ai une autre question qui me vient, mais une fois que tout à l'heure tu disais qu'il y a les 3 éléments dans un véhicule électrique qui comptent, il y a la carrosserie, en fait, la plateforme. Il y a le moteur, mais le moteur, il est fait pour durer super longtemps. Et puis, il y a la batterie. Et là, on se dit, la batterie, potentiellement, elle a un taux d'usure qui dépend de la manière dont on roule, etc., etc. Mais à un moment donné, et là, tu viens de donner quelques chiffres, entre 200 000 et 400 000 km, quoi. C'est ça que je comprends sur la vie d'une batterie, quoi. Mais si tu as un moteur qui peut faire 1 million de kilomètres
et que ta batterie, au bout de 200, 250 000 ou 300 000 km meurt, qu'est-ce que je fais est-ce que j'ai capacité à changer la batterie de la bagnole? Est-ce que c'est économiquement intéressant ou pas? Ou de la réparer, exactement. Et si je dois la changer ou réparer, qu'est-ce que je fais de l'ancienne batterie ou qu'est-ce qu'on va faire de l'ancienne batterie? Est-ce qu'elle-même, elle est recyclable ou pas? Ou comment ça se fonctionne? Tu as un peu de visibilité là-dessus? Évidemment. Alors déjà, ce que je commence par dire, c'est qu'il y a les batteries progressent tous les jours et que ce que je dis sur 200 et 400 000 km, on pourra imaginer plus longtemps, plus tard. C'est un premier point. J'allais dire, c'est la même question qui se pose avec votre embrayage qui casse à 200 000 km. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remplace? Est-ce que je remplace pas? Et donc en général, les personnes, elles regardent la facture, le devis de remplacer un embrayage par rapport à la valeur résiduelle de la voiture à l'heure actuelle. Donc si vous aviez, je ne vais pas donner de nom, mais une vieille voiture toute pourrie ou une magnifique voiture sportive, vous ne ferez pas forcément le choix parce qu'elle n'a pas la même valeur à vos yeux. Je pense que ce sera exactement pareil c'est la même chose pour les véhicules électriques. Vous avez votre facture de remplacement de batterie. C'est assez cher, hein. Je pense que c'est. On est obligé de faire un remplacement complet ou il existe déjà des remplacements partiels, Alors, des réparations non, partielles? on peut complètement réparer les batteries, hein. Là, je prenais l'exemple où elle a vieilli normalement, ce qui sera 90% des cas. Mais dans les 10% des cas où il y a une panne, c'est possible de les réparer. Là, je peux citer des noms. Il y a des constructeurs qui ont fait des centres de réparation. Je pense à Renault, je pense à Volkswagen, qui ont été un peu les pionniers dans cette direction-là. Et il y a typiquement les garages Revolt qui font de la réparation sur les batteries. Donc c'est possible de réparer, mais en général, ce qui se passe, ça va plutôt être des pannes et pas de l'usure. Donc typiquement des pannes, l'ordinateur de bord de la batterie qui est abîmé, des connectiques, un des éléments qui est cassé, où ça vaut le coup de le remplacer parce que les autres éléments vont encore bien. Donc ça, c'est les pannes, on va dire. Là, je prenais l'exemple de l'usure. Au bout de 200 000 km, la batterie a vieilli. Elle peut encore fonctionner, mais elle a un peu moins d'autonomie et ça commence à être embêtant. Donc là, je vois plusieurs choix. Revendre le véhicule avec l'autonomie qu'elle a pour que quelqu'un puisse l'utiliser en seconde voiture parce qu'il ne fait pas beaucoup de kilomètres. Ça peut s'envisager. Acheter un nouveau véhicule ou remplacer la batterie. Et donc là, ce sera l'arbitrage qui se fera entre quelle est la valeur de la batterie neuve. Voilà, donc je pense que ça arrivera. Aujourd'hui, ça coûte 10-15 000 euros une batterie, un remplacement de batterie complet. Un changement de moteur, quoi. À péter quand tu le tues, si jamais tu as un accident, Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que ma bagnole d'occasion, qui a mes 200 000 km, ma bagnole d'occasion électrique qui a 200 000 km, sur laquelle je vais changer ma batterie, je mets une batterie neuve, finalement, elle repart quasi à zéro, hormis le kilométrage. Et donc, sa valeur, elle vaut quasiment, enfin, c'est un vrai sujet, mais sa valeur de revente vaut quasiment son prix avec un usage à faible kilomètre, quoi. Voilà, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Le moteur va bien, la batterie est neuve, donc il reste la carrosserie. Est-ce que je suis content de rouler encore en 2024 dans une Model S de 2016 qui est énormément bornée? C'est une question que chacun peut se poser et je pense qu'il y en aura pour qui la réponse sera oui, je suis très content. Mon véhicule va très bien. Donc imaginons, j'ai ma Model S de 2016 entre les mains et là, je fais 50 000 km par an, donc elle a 400 000 km. Là, j'ai le choix, est-ce que je remplace la batterie ou pas? Est-ce que ça vaut 15 000 euros? On revient à l'idée de l'usage du téléphone. Je te le matérialise. Ouais. Parce qu'une Model S aujourd'hui, tu peux faire quelques mises à jour. Après, c'est des DLC qui seront bien évidemment payants, mais tu vas faire évoluer ton truc jusqu'à ce que ta 2016, en 2030, elle ne puisse plus accéder aux mises à jour. Et là, tu te diras, écoute, elle est comme ça. Et là, tu devras la faire évoluer. Mais jusque tard, seule la carrosserie sera vieillissante, mais technologiquement et en termes d'usage, ce sera un véhicule qui sera constamment à la pointe de tout. Sûr, mais ça remet quand même à plat un modèle global du marché de l'occasion. Sur ces outils-là. Effectivement, tu parles. On l'avait dit quand Tesla est arrivé, Tesla, il n'a pas construit une bagnole, il a construit un modèle comme la téléphonie, quoi. Exactement. Et on est vraiment sur ce sujet-là. Et les carrosseries ne changent pas trop.
Bon, je sais pas à quel point c'est parce qu'ils ont un Ouais, design avant-gardiste, parce qu'ils veulent mais se concentrer sur autre chose. les Je pense que traditionnels paniquent et te sortent des carrosseries qui changent tout le long parce que sinon tu. ouais, bah, enfin, la Model S, elle date de 2012, je crois. Elle a 12 ans. Mm, Si on regarde une Audi A6 il y a 12 ans, et par rapport à l'actuel, ça mm. n'a plus rien à voir, quoi. Ouais. Mais par contre, Thibaut, il y a une question à laquelle j'ai pas répondu. Tu m'as dit, qu'est-ce qu'on fait de la batterie Oui. qui sort? Donc, je reprends mon exemple de ma Tesla qui a 400 000 km. J'ai une vieille batterie. Euh, Bah nous, c'est la première chose, c'était la première activité qu'on fait chez Bib, de gérer des batteries hors d'usage. Donc typiquement, et bah là, tu vas pouvoir nous appeler encore. Et donc, on a développé avec tout un réseau de partenaires en Europe, on est en train de développer une filière pour prendre en charge cette batterie. Donc la question que je vais te poser, c'est quel est l'état de santé de ta batterie, mais surtout quelle est sa chimie, combien ça coûte, enfin moi ça va être mon travail ça, combien ça coûte de la démanteler et d'aller récupérer différents éléments à l'intérieur. Et donc nous, on a développé un outil qui permet de faire tous ces petits calculs en temps réel et pouvoir te dire, bon, bah, ta batterie de Model S de 2016, il y a quelqu'un qui est prêt à la racheter à X euros du kilowattheure parce qu'il va la mettre dans des grands stockages stationnaires aux Pays-Bas. Et voilà, donc je peux te faire une offre. Ou alors, non, elle est trop vieille, il y a pas de marché pour elle, désolé, ils préfèrent acheter des Model S de 2022. Je caricature un peu. Et donc, du Mhm. coup, la meilleure solution pour ta batterie, c'est de la recycler. Bon, on ne donnera peut-être pas tous ces détails, mais c'est ce qu'on fait avec des professionnels. Voilà le cours des métaux aujourd'hui, voilà le coût du recyclage. Donc, je t'en propose, allez, 1000 euros, je dis n'importe quoi. Donc, c'est cette logique qu'on construit. Aujourd'hui, évidemment, c'est pas les particuliers qui prennent ces décisions, c'est surtout les constructeurs automobiles aujourd'hui qui ont ce choix à faire parce que c'est eux qui sont responsables de la fin de vie de leur batterie. Et il y a aussi les centres de véhicules hors d'usage qui se retrouvent avec les premiers vieux véhicules électriques ou des véhicules un peu récents qui ont été accidentés. Donc là, il y a toute une filière qui est en train de se développer et je peux vous dire d'expérience, c'est super intéressant comme sujet à creuser. Donc, Parfait. c'est rassurant parce qu'effectivement, il y avait quand même non, mais il y avait aussi plein de questions qui se posaient sur le côté écolo de la bagnole électrique. Et son cycle, sa durée de vie, son Exactement. Ouais, cycle. bah ça, pour y travailler tous les jours, je peux vous dire, il y a pas l'ombre d'un doute sur le côté écolo d'une batterie. Un véhicule électrique est largement mieux qu'un véhicule thermique. Il y a aucun débat. Je crois que je crois qu'en France, c'est au bout de 30 000 km que l'empreinte Ouais, carbone parce de que la nous, on n'a batterie pas est. assez d'énergie verte, mais tu vas en Norvège, c'est beaucoup moins, tu vois, par exemple, parce qu'ils ont beaucoup plus d'énergie verte, tu vois. Il y a aussi ce que tu dis. Laisse-moi venir, laisse-moi venir. Non mais donc en France, parce qu'on a de l'énergie décarbonée, donc avec du nucléaire, avec de l'hydraulique et des énergies renouvelables, il n'y a pas l'ombre d'un bout doute. Et au bout de quelques dizaines de milliers de kilomètres, l'empreinte carbone de la batterie, qui est l'élément qui fait un peu peur à tout le monde, est remboursée et on a tout oublié. Je suis d'accord, dans des pays, typiquement la Pologne qui tourne au charbon, malheureusement, L'Allemagne, ça met l'Allemagne beaucoup. déjà, hein, tu vois, en Allemagne. L'Allemagne, c'est un peu mieux. Mais si on rentre dans les mix énergétiques, l'Allemagne est un peu Ouais. mieux. Mais oui, ça met plus de temps. Et donc, j'espère de tout cœur que ces pays vont décarboner leur mix très rapidement. Malheureusement, on n'a pas encore beaucoup d'influence là-dessus. Mais je continue ma petite histoire. L'empreinte carbone d'un véhicule électrique et d'un véhicule thermique. Donc, la caisse, c'est exactement la même chose. Donc, ça, tu feras pas mieux un véhicule thermique qu'un véhicule électrique. Par contre, d'un côté, tu as une batterie, de l'autre, tu n'as pas. Donc, c'est la batterie qui va peser à peu près la moitié de l'empreinte carbone d'un véhicule électrique. Il y a beaucoup de fantasmes autour de ce qui se passe. L'empreinte carbone d'une batterie, elle vient du lieu où elle a été fabriquée. Aujourd'hui, les pays asiatiques et notamment en Chine. Donc là encore, on est en train de faire une filière de la batterie en Europe et en France. Donc, les batteries qui vont sortir des gigafactories françaises, elles auront une empreinte carbone largement meilleure à leur conception. Et ensuite, Bib arrive et je remets ma casquette. Si on arrive à prolonger la durée de vie de cette batterie, alors là, on est gagnant sur tous les tableaux. Mais bon, il y a encore un peu de travail là-dessus et évidemment, on est ravis d'y œuvrer à notre échelle. Bah, c'était une parfaite conclusion. Merci. Tu as été d'une efficacité redoutable, très clair, parce que c'est un sujet où on peut partir très loin, voire même de temps en temps pas en dire suffisamment ou être un petit Méfiez-vous, peu. oui. Mais en tout cas,
l'échange se veut rassurant et les perspectives tout autant. Et on voit quand même que, comme tu le dis, le marché, du moins de notre fenêtre du remarketing, s'y intéresse et même est en manque de produits, aimerait même accélérer pour avoir un peu plus de produits. On ne désespère pas de quelques immatriculations tactiques vers la fin de l'année où il devrait y avoir du produit qui va sortir des usines un peu partout, mais ça devrait se voir dans les stats le début de l'année prochaine. Mais il va y avoir de la matière. Il va y avoir du produit, les amis, du produit électrique qui va arriver abondamment. Il va falloir le vendre. Non, mais surtout que je suis ravi d'avoir eu cet échange parce que mais il y a un gros travail à faire aussi auprès du grand public parce que c'est ce type de discours et de preuve quelque part qui doit aussi aider à réassurer le consommateur final sur la suite de ce qui va devenir de son véhicule. Oui. La com est sur le charme aujourd'hui. On est sur le charme du véhicule électrique, de ses atouts au quotidien à l'usage. On ne communique pas assez, c'est vrai, pour rassurer, lui dire que sa vie est longue, qu'elle sera pérenne et surtout qu'elle pour développer le marché électrique d'occasion. La route est encore longue pour créer cette filière à la batterie. Donc il y a encore beaucoup de travail. Oui, il y a de l'espoir, mais il y a du travail pour faire qu'il se réalise. Donc j'allais dire, si certaines personnes qui nous ont écoutés ont envie de creuser, avec plaisir pour se contacter. L'avantage avec mon prénom, c'est que vous me retrouverez assez facilement, je pense, sur C'est vrai. C'est vrai. Il y a du charisme dans le Pierre Amand. C'est pas mal. C'est pas bon. C'est ça. Exactement. Non, mais merci à vous. En tout cas. Merci pour ton temps. Merci pour cet échange. Tib également, merci pour toutes ces questions pertinentes et pertinentes. Une éloquence. Une éloquence. Arrêtons là. D'adjectifs. Ouais, mais j'aime bien, ça fait du bien de temps en temps. Et donc, du coup, merci à toutes les personnes qui ont assisté au live. Merci aussi à tous ceux qui vont nous voir en replay. Encore une fois, petit appel à inscription à tous ceux qui nous voient en replay. Si vous voulez assister au live et ne pas rater les lives, inscrivez-vous sur la plateforme du Club Univers VO. Le lien, vous le retrouverez dans le premier commentaire de la vidéo sur LinkedIn et YouTube. Merci Pierre Amand encore une fois. Excellente fin de semaine, un très bon week-end à venir et à très bientôt au sein du Club Univers VO bien sûr et sur toutes les opérations qu'on peut mener ensemble. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.